Signal Gencives Fortes aide à réduire les inflammations occasionnelles en gardant vos gencives fortes. Signal professionnel pour des gencives 2 fois plus fortes en 4 semaines. Tu crois qu'il va pouvoir rester chez lui? 67 ans aujourd'hui, c'est pas rien. C'est surtout qu'il pourrait glisser. Et si ses souvenirs s'envolaient? T'inquiète, moi je sais que tout va bien. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir chez soi, Biogarant s'engage aux côtés des seniors et de leurs aidants. Retrouvez nos actions sur biogarant.fr. Bah alors, ça nettoie? Oui, enfin ça nitole. Oui, enfin ça désinfecte quoi. Mais mieux que ça nitole. Ça nettoie et ça désinfecte. Et là, c'est vraiment propre. Ça nitole tout dans la maison. Tu crois qu'on nous voit là? Non, on nous voit pas. On voit les sapins. Moi je veux bien qu'on mette en avant les produits, mais là c'est ridicule. C'est quoi l'expression déjà? L'arbre qui cache la forêt? Bah là c'est carrément la forêt qui cache les actrices. Chez Jiffy, les vraies stars, ce sont nos prix. Découvrez tous nos produits pour un Noël réussi. Jiffy, des idées de génie. Échappée belle, ça commence comme une carte postale. Hola Lisbonne, j'arrive. Konnichiwa, comme on dit ici. Bienvenue en Toscane. C'est parti. De beaux paysages, des vues uniques. Oh waouh! Oh là là, la plage! Puis on rentre dans l'image, on découvre d'autres visages. J'y vais, mais j'ai peur. Bien mieux qu'une carte postale, une carte d'embarquement. Arrivederci, Elba! Évadez-vous avec Échappée belle, ce soir sur TV5 Monde. Moi, je me considère comme un mâle alpha, oui, certainement. Mais c'est quoi un mâle alpha? Je prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. Moi, j'aime mieux m'occuper de notre petite famille, puis c'est lui que je laisse aller de l'avant. Quelle femme veut un mari faible? Il dit qu'il faut aider les hommes à revenir dans une masculinité qui aurait été détruite. Les femmes vont être attirées vers un homme qui est supérieur au niveau de la confiance, du charisme, du salaire. Ah, on est-tu revenu 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? Alpha, l'univers inquiétant des masculinistes à découvrir sur TV5 Monde Plus. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce mercredi, le choc et l'incompréhension sur l'île d'Oléron. Un automobiliste a délibérément foncé sur des passants tôt ce matin. Il y a 5 blessés, dont 2 sont en urgence absolue. L'homme a crié Allah Akbar lors de son interpellation, mais le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire pour l'instant. Shein sera-t-il suspendu en France? Le Premier ministre a annoncé avoir lancé une procédure contre la plateforme chinoise, alors même que Shein ouvrait aujourd'hui son tout premier magasin au BHV à Paris. On y était. Une boule de feu dans le ciel américain avec le crash spectaculaire d'un avion cargo. Il a pris feu peu après son décollage dans un aéroport du Kentucky. Avant de s'écraser sur la piste, 9 personnes sont mortes dans l'accident. La panique a saisi les habitants de la paisible île d'Oléron ce matin. Il était autour de 8h30 quand un automobiliste a percuté volontairement des piétons et des cyclistes, faisant 5 blessés en 35 minutes, dont 2 sont ce soir en urgence absolue. Le suspect ne s'est pas laissé faire au moment de son interpellation. Il a crié « Allah Akbar ». Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Valérie Lerouge, Élise Régaud et Antoine Morel. Une voiture calcinée, auscultée par la police scientifique. La fin d'un périple criminel de 35 minutes ce matin sur l'île d'Oléron. À 8h40, le chauffard part de la Cotinière près de son domicile et va percuter 5 piétons et cyclistes sur un périmètre d'une dizaine de kilomètres. Sur la route du Treuil d'abord, ils foncent sur une mère de famille à pied. Un voisin arrive sur place quelques minutes après le drame.
Et moi, quand je suis arrivé sur les lieux, ça m'est juste arrivé. Il y avait 2 petites mamies qui étaient apeurées et qui n'arrivaient même pas à parler. Donc on a sécurisé, j'ai mis ma veste sur la victime, j'ai mis une couverture. Et je l'ai tenue éveillée jusqu'à que les secours arrivent. C'est la seule chose que j'avais à faire, quoi. Surtout qu'elle ne s'endorme pas, c'est tout. Donc après, j'ai pas envie décrire les blessures qu'elle avait. Mais c'était très très grave. L'homme au volant poursuit sa route et renverse délibérément une joggeuse de 20 ans. J'ai vu un corps sur la piste cyclable, sur le bas-côté. Je me suis arrêtée et j'ai tout de suite pensé que c'était quelqu'un de mort. Et parce que voilà, c'est quelqu'un qui bougeait pas et qui était dans une posture très compliquée avec les chaussures assez éloignées. Et donc j'ai paniqué. Elle était dans un état, elle était fracassée. Elle était comme morte. Donc je lui ai demandé de ne pas bouger. Quelques kilomètres plus loin, le chauffard percute par l'arrière un cycliste qui part au travail. C'est un charpentier de marine qui habite au Godillon. Et là, il partait en vélo, il partait à son boulot, quoi. Je le croisais tous les matins. Moi. Ça vous fait quoi de savoir ce qui s'est passé? Ça, j'allais dire, c'est à la fois l'étonnement, parce qu'on a l'impression qu'ici, on est un peu à l'abri de ce genre de choses. Et en même temps, j'allais dire, c'est un choc, quoi, parce que même si on ne les connaît pas, les gens qui se sont fait ramasser, c'est des vies qui sont quand même foutues, quoi, ou des familles entières qui sont touchées. Au total, 5 personnes sont blessées, 2 sont en urgence absolue. L'une des victimes est une jeune assistante parlementaire d'un député du Rassemblement national. Emma a 22 ans, elle est hospitalisée, elle a, je crois, un certain nombre de graves problèmes, aussi bien des fractures, des lésions, une hémorragie, qu'elle est grièvement blessée. Elle a été transportée dans un état d'urgence absolue. Le chauffard a terminé son périple dans le village où il habite. Il a mis le feu à son véhicule. Les gendarmes ont retrouvé une bonbonne de gaz à l'intérieur. Alors, qui est l'homme qui a foncé délibérément sur des passants? Âgé d'une trentaine d'années, il est un habitant de l'île d'Oléron, décrit comme marginal. Il était connu des services de police pour des délits de droit commun, mais pas pour radicalisation. Adrien Cadorel et Odile Longueval nous en disent plus sur son profil. Depuis plusieurs heures, les enquêteurs perquisitionnent ce mobil-home situé dans la campagne d'Oléron. C'est ici que vivait reclus Jacques G, un marin pêcheur de 35 ans, suspecté d'avoir percuté volontairement ce matin 9 personnes en blessant 5 grièvement. Un choc pour les élus locaux qui ne soupçonnaient pas un passage à l'acte. C'est quelqu'un qui vivait seul, avait sa vie très isolée. Et bon, les gendarmes ont confirmé qu'il avait été déjà interpellé par eux-mêmes et pour d'autres raisons, mais voilà, ce qu'ils appellent des délits mineurs. Souffrant de problèmes psychologiques pour lesquels il ne suivait pas de traitement, Jacques G était connu de la justice pour violence et usage de stupéfiants. Il avait par ailleurs vu son permis de conduire annulé à plusieurs reprises, la dernière fois au mois de mars. Originaire du village de Maillac en Dordogne, le suspect s'est installé à Oléron il y a 10 ans. D'après le ministre de l'Intérieur, son profil relève davantage de la petite délinquance. Cet individu est connu pour des délits de droit commun. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Au moment de son arrestation mouvementée, le suspect a mis le feu à son véhicule qui contenait une bouteille de gaz. Les gendarmes ont dû faire usage de pistolets à impulsion électrique, alors que Jacques G hurlait ces mots. Au moment de son interpellation, il a bien crié « Allah Akbar ». Néanmoins, le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer. Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique à son domicile et étudient la piste d'une radicalisation alimentée par Internet. Une piste confirmée par certains élus qui ont pu échanger avec les gendarmes. Il n'avait s'est jamais intéressé à ces questions-là précédemment et que là, c'est plus récemment, il y a quelques semaines, qu'il a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, je dirais, de la radicalisation. Les informations dont on dispose, c'est qu'il s'est radicalisé de manière très récente. Cette personne-là, à la base, projetait de commettre son acte dans la journée d'hier. Placé en garde à vue, le suspect se montrait ce soir peu loquace sur ses réelles motivations. Le parquet antiterroriste ne s'est à ce stade toujours pas saisi de l'enquête. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est Shein, qui est dans le viseur du gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé une procédure de suspension de la plateforme chinoise après la découverte de poupées pédopornographiques, mais aussi d'armes vendues sur le site. Cette annonce intervient le jour même où Shein ouvrait son premier magasin en France, au BHV à Paris, où c'était la ruée ce matin. Morgane Bouvier, Anne-Claire Le San et Loïc Lemoigne. 3, 2, 1...
Shein pensait faire l'inauguration du siècle en ouvrant au cœur de Paris son premier magasin au monde. Mais à peine 1h30 plus tard, la plateforme chinoise se retrouve à nouveau dans la tourmente. Le gouvernement veut frapper fort et menace de suspendre le site. Mesdames et messieurs les sénateurs, et sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein. Car ce matin, en vente sur le site, des armes illégales comme ces couteaux. Un scandale de plus, quelques jours après les poupées à caractère pédopornographique. Concrètement, ce soir, le gouvernement entame 2 procédures. L'une avec la répression des fraudes. Shein a 48 heures pour faire le ménage et retirer de la vente tous les produits illicites proposés par des vendeurs tiers. En parallèle, la justice est aussi saisie par le ministère de l'Intérieur. 2 procédures, un seul objectif, suspendre le site Shein en France. Les clients du magasin sont partagés. S'il y a eu la vente d'armes, c'est un peu ennuyeux, disons. Ça casse tout. Je ne vois pas pourquoi on enfermerait le site Shein, vous voyez, niveau habit, quoi, en fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait bien avant? Pourquoi que maintenant? Parce qu'il y a l'implantation BHV? Non, je ne sais pas. Ils auraient dû peut-être se réveiller bien avant, je trouve, non? Cet après-midi, dans un communiqué, la plateforme affirme avoir anticipé. Shein avait déjà décidé et annoncé la suspension temporaire des mises en ligne de vendeurs tiers indépendants. Cette procédure, le gouvernement l'a déjà utilisée dans le passé pour le site Wish, suspendu après la vente de produits non conformes et dangereux. Pour Shein, si une seule arme est encore commercialisée dans 2 jours, le processus de déréférencement sera engagé. Si Shein est dans le viseur des autorités, on a découvert que d'autres plateformes chinoises vendaient aussi des articles problématiques. On peut trouver par exemple des t-shirts avec des inscriptions racistes ou antisémites en 2 clics sur Temu ou sur AliExpress. Clairement, les contrôles ne semblent pas suffisants. C'est l'enquête de l'œil du 20h et elle est édifiante. Sarah Bernuchon, Lisa Beaujour et Giona Messina. Le scandale ne se limite pas aux poupées. En quelques clics, sur d'autres plateformes comme Temu ou AliExpress, nous avons pu trouver des dizaines d'articles au caractère antisémite ou raciste. C'est illicite selon les associations, mais vous allez le voir, il n'est pas toujours facile de les dénoncer aux autorités. À l'œil du 20h hier, en faisant du shopping sur des plateformes, nous avons découvert des contenus très choquants. Sur le site AliExpress par exemple, au milieu des vêtements, on trouve des chaussettes avec une croix gammée, symbole du nazisme. Sur le site Temu, ce sont des propos racistes qui nous ont alertés, comme cette référence au mot nigger en anglais, qui signifie nègre. Ou encore, ce t-shirt intitulé Jujitsu, que nous avons montré à l'association SOS Racisme. Là, on est très clairement sur un t-shirt à caractère antisémite, donc Jujitsu, donc un jeu de mots qui met en avant le terme juif, Jew, et avec tous les clichés de l'antisémitisme, avec des billets. Et donc là, on est très clairement sur l'association entre les juifs et l'argent. Là, on est sur un contenu très clairement illicite qui, potentiellement, pourrait être qualifié d'injure à caractère raciste. L'association annonce qu'elle va saisir la justice et appelle les internautes à signaler tout contenu raciste. Les autorités sont-elles au courant de ce phénomène? Nous avons voulu signaler le t-shirt antisémite sur le site de la DGCCRF, Signal Conso. Tirez où toi? Achat sur Internet. Mais quand 15 minutes plus tard, nous parvenons à faire le signalement, nous recevons cet avertissement. Votre signalement aura très peu d'effet, car l'entreprise n'est pas en France. Une situation qu'a vécue la lanceuse d'alerte à l'origine du scandale sur les poupées pédopornographiques. Jeudi dernier, après avoir tenté en vain d'alerter sur Signal Conso, elle finit par envoyer un mail à la rédaction de 60 millions de consommateurs. J'ai fait un signal sur Signal Conso. J'ai reçu le message que c'était un site étranger et qu'il fallait signaler sur une autre plateforme. Ce sera finalement le journaliste lui-même qui va ensuite prévenir la répression des fraudes. Selon ce qu'on peut lire dans ce message, effectivement, elle s'est heurtée à un mur, ou en tout cas à un rejet. C'est un raté, parce qu'une alerte sur ce type de sujet est extrêmement grave. Et la répression des fraudes, via Signal Conso, doit les traiter avec la gravité qui s'impose. Contacté,
Bercy affirme que le travail a bien été fait et qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation. Le signalement de la consommatrice transmis par 60 millions à la DGCCRF a bien été pris en compte. Il existe un parcours sur Signal Conso dédié qui renvoie vers les autorités compétentes. Un parcours pas toujours facile à identifier pour les utilisateurs. Nous avons contacté les plateformes. Les produits incriminés ont été retirés de la vente. AliExpress ne s'est pas justifié. Temu affirme être opposé à toute forme de discrimination et dit avoir lancé une enquête plus large. En France, les injures à caractère raciste sont passibles d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Plus de 2 semaines après le casse du siècle au Louvre, le profil d'un des suspects arrêtés intrigue. Il s'agit d'un youtubeur de 39 ans, connu des services de police et célèbre sur les réseaux sociaux pour ses vidéos de moto que vous voyez là. Son pseudo, Doudou Cross Bitume. Nathalie Pérez, Odile Longueval et Alexandre Gras nous en disent plus sur cet homme qui déconcerte les enquêteurs. Abdoulaye N, 39 ans, est suspecté d'être l'un des membres du commando qui a pénétré dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre et volé les bijoux de la couronne. Surnommé Doudou Cross Bitume, petit délinquant, il devient une star des réseaux sociaux dans les années 2000 grâce à ses vidéos de moto. La rage de la rue. Des images toujours en ligne où on le voit réaliser des figures acrobatiques sur une motocross. À Aubervilliers, en banlieue parisienne, dans la ville où il est né et a toujours vécu, on le surnomme encore la légende du motocross. C'est comme un de nos grands frères. Il nous a vu grandir, pratiquement toute la banlieue parisienne le connaît parce que c'était quelqu'un qui nous a montré la motocross avec sa passion et il nous l'a transmise et il a bien fait. Ça m'a choqué un peu. Je pensais pas qu'il était impliqué dans ces affaires-là. Quelques jours après le casse, Abdoulaye N est interpellé. Avec l'un de ses complices, on les voit ici tous deux sur la nacelle, quittant le Louvre. Aujourd'hui, son avocat prend la parole pour demander le respect de la présomption d'innocence. C'est une affaire qui est peut-être extraordinaire, mais c'est un homme qui a le droit à sa dignité, c'est un homme qui a le droit à la discrétion. Et si je vous dis ça, le concernant lui, c'est encore plus vrai pour ses proches. Abdoulaye N, alias Doudou Cross Bitume, est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée. Il est incarcéré avec 3 autres complices présumés. Des profils bien loin du grand banditisme. Une délinquance, j'espère pas du quotidien, parce qu'on est là pour lutter contre ce type de délinquance, mais une délinquance que généralement on n'associe pas au haut du spectre de la criminalité organisée. Le 4e membre du commando est toujours activement recherché, ainsi que d'éventuels commanditaires. Les 88 millions d'euros de bijoux, eux, sont toujours dans la nature. Le soulagement pour Cécile Coller et Jacques Paris, libérés hier des geôles iraniennes après plus de 3 années de détention. Ils sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran et ne peuvent pas quitter l'Iran pour l'instant. Que sait-on des conditions de leur libération? Quelle pourrait être la suite des négociations pour qu'ils soient autorisés à rentrer en France? Y a-t-il des contreparties? Nos dernières informations avec Stéphanie Pérez, Caroline Arnold et Marlène Beisheim. Bientôt peut-être les portraits de Cécile Coller et Jacques Paris seront retirés des façades des bâtiments publics. Mais pour le moment, ils ont toujours interdiction de sortir du territoire iranien. C'est donc à l'ambassade de France à Téhéran qu'ils vont suivre les tractations diplomatiques. Et il y a encore de nombreuses étapes à franchir, selon l'ambassadeur de France. Leurs passeports ont expiré, leurs visas ont expiré, donc il faut que nous leur refassions un document de voyage et que sur ce document de voyage, ils aient un visa de sortie. Donc nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, c'est dans le cadre de notre dialogue avec les autorités iraniennes qu'on espère permettre leur retour en France rapide. Au téléphone ce matin, Emmanuel Macron a demandé au président iranien leur libération pleine et entière le plus rapidement possible. Au cœur des négociations, un possible échange de prisonniers. L'Iran réclame en effet le retour sur son territoire de cette femme, Mahdi Esfandiari, arrêtée près de Lyon pour apologie du terrorisme. La voici fin octobre alors que la justice française lui a accordé une libération sous contrôle judiciaire. Ce matin, dans une troublante concordance de calendrier, elle a rejoint les locaux de son ambassade à Paris.
Et les autorités iraniennes relient une nouvelle fois les deux dossiers. Les deux citoyens étrangers ont fait l'objet de la clémence islamique du pouvoir judiciaire. Notre citoyenne en France est à présent libre. Elle se trouve dans notre ambassade et nous espérons qu'elle rentrera quand son procès sera achevé. Le procès de l'Iranienne est fixé à la mi-janvier. Cette échéance pèsera-t-elle dans le dossier de Jacques Paris et Cécile Collère? Leurs sorts judiciaires sont-ils liés? Du côté des autorités françaises, aucun commentaire. On en vient à présent au terrible crash d'un avion cargo aux États-Unis. Il s'est écrasé peu après son décollage dans le Kentucky alors qu'il s'envolait vers Hawaï. Au moins 9 personnes sont mortes. C'est un des moteurs qui aurait pris feu avant que l'avion n'explose complètement. Franck Genozo, Léna Soudre. La carlingue en feu et le vacarme de l'explosion. Le vol UPS 2976 vient de s'écraser au décollage. Dans son camion, cet homme assiste à l'accident. Sidéré par la scène, comme les automobilistes qui traversent cette zone industrielle. Oh mon Dieu! Recule, papa, recule! Quelques instants auparavant, on aperçoit l'appareil qui peine à s'arracher au tarmac. Les flammes semblent ravager son aile gauche. Il s'écrase quelques centaines de mètres plus loin. Sur son passage, il a éventré le toit de cet entrepôt en bout de piste, laissant derrière lui cette impressionnante traînée de feu. Ce couple était dans l'avion censé décoller juste après. Depuis mon hublot, j'ai vu l'énorme panache de fumée derrière l'avion UPS. Le gigantesque nuage noir a entraîné le confinement d'une partie de la ville. L'avion, dont voici une photo prise avant l'accident, avait le plein d'essence et il a percuté une entreprise de recyclage de pétrole. Avec 3 membres d'équipage à bord, il devait relier Hawaï pour UPS, géant du transport de colis. 20 000 personnes travaillent pour l'entreprise autour de l'aéroport. Nous connaissons tous quelqu'un qui travaille chez UPS. Et tous ici envoient des messages à leurs amis, à leurs familles, pour être sûrs qu'ils sont en sécurité. Malheureusement, certains de ces messages n'auront pas de réponse. Sur la piste, des morceaux du moteur ont été retrouvés. Il pourrait avoir subi une explosion au moment de l'accélération. Des enquêteurs sont sur place pour faire la lumière sur ce crash meurtrier. Toujours aux États-Unis, Donald Trump n'a pas passé une très bonne soirée hier. Le président américain a vu ses candidats se faire battre dans plusieurs élections locales. À New York, c'est sa nouvelle cible, le démocrate tenant d'une gauche radicale, Zoran Mamdani, qui a été très largement élu maire de la ville. Mais une vague bleue a aussi déferlé en Virginie et dans le New Jersey, où les électeurs démocrates se sont massivement rendus aux urnes. Diane Schlinger, Kelly Sullivan-Denberg et Anto Filippi. C'est l'image que Donald Trump voulait absolument éviter. Zoran Mamdani, triomphant, acclamé par la foule. Il devient le premier maire musulman de New York, le premier socialiste depuis 30 ans. Et à peine élu, il ose attaquer frontalement le locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump, puisque je sais que tu regardes, j'ai un message pour toi. Monte le volume. S'il y a bien une ville qui peut montrer à tout le pays comment vaincre Trump, c'est New York, la ville de son ascension. De son QG à son quartier d'enfance du Queens, les partisans de Mamdani célèbrent autant la victoire de leur champion, tout est possible, que la défaite de Donald Trump. C'est une bonne gifle pour lui, j'espère que ça va heurter son ego, si c'est possible. Une claque à New York et 2 revers dans le New Jersey et surtout en Virginie, où les démocrates ont réussi à reprendre le poste de gouverneur aux républicains, le tout avec des records de participation. Ce matin, Donald Trump est visiblement contrarié, mais pointe du doigt le shutdown le plus long de l'histoire. Depuis maintenant 36 jours, le gouvernement fédéral est à l'arrêt faute d'accord sur le budget. Le shutdown a été un gros facteur, ça retombe sur les républicains. Alors que les démocrates sont des kamikazes, ils sont prêts à tout pour bloquer le pays. Mais la popularité personnelle de Donald Trump a aussi chuté, au plus bas depuis le début de son second mandat. Et pour les New-Yorkais, il y a une raison.
Il a lancé des politiques d'immigration extrêmes, s'est attaqué aux universités, alors que les Américains, de droite comme de gauche, veulent juste qu'il redresse l'économie. Il faut quand même rester prudent sur l'analyse de ces résultats car New York n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des États-Unis. Mais ces élections ont démontré que le Parti démocrate, moribond depuis quelques mois, était capable de reprendre des couleurs. On revient en France et je vous propose d'écouter maintenant un témoignage rare sur un fléau qu'on peine à endiguer, le harcèlement scolaire dont les signalements ont explosé ces 2 dernières années. On donne rarement la parole aux harceleurs repentis. C'est le cas de Guillaume, aujourd'hui 32 ans. Il vit dans le Puy-de-Dôme et il a harcelé l'une de ses camarades en primaire. Il l'a recontactée des années plus tard pour s'excuser. On les a retrouvés tous les deux. Anthony Joly, Johan Relat, David Fossard. Pour se libérer d'un poids et d'une forme de culpabilité, Guillaume Santandréou a décidé de prendre la parole publiquement. Il assume avoir harcelé certains camarades de classe dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Je me moquais sur le physique, sur tout ce que je pouvais trouver. J'allais même parfois jusqu'à être violent. Je l'ai fait durant la primaire et une partie du collège. Et la chose qui me hante le plus, c'est de me dire que probablement ils y pensent peut-être encore. Le déclic lui est venu en lisant le témoignage d'une jeune femme harcelée. S'il se repentit aujourd'hui, c'est selon lui d'abord pour les victimes. Peut-être que dans le fond, il y a aussi une part de j'ai besoin de mettre des mots et de me pardonner à moi-même. Mais en tout cas, mon idée, c'est vraiment... Je pense que ça peut aider des gens et c'est vraiment le but de la démarche en tout cas. Parmi ses souffres-douleurs, il y avait Mélodie Pastor. Coucou Mélo. Coucou. Les 2 anciens camarades de primaire ont repris contact il y a quelques années. Âgée de 32 ans aujourd'hui, elle n'a pas oublié les années de moquerie. J'étais juste seule, incomprise et comme la bête noire et la solitude entraînent les railleries. On était plusieurs à nous moquer de toi et effectivement à t'isoler et même à s'arranger presque pour être sûr que tu sois seul, à dire même que tu étais malade pour pas que les gens s'approchent de toi, etc. Enfin, c'était vraiment un effet de groupe, je pense, ouais. Depuis, Guillaume lui a présenté ses excuses qu'elle a acceptées. T'as reconnu tes torts, c'est toujours un moment qui fait du bien, qui est libérateur. Les excuses ne gomment pas le passé, mais par contre, oui, ça aide à reconstruire. Comme beaucoup d'enfants harceleurs, Guillaume dit avoir souffert lui-même de mal-être en primaire. Ça, je pense que c'était la classe 1 CE2, je pense. Donc moi, je suis là-haut. Notamment à cause de conflits dans le foyer familial. Une situation vécue comme une injustice. Je souffrais et je voyais d'autres petits-enfants qui avaient l'air plus heureux. Et j'avais envie sûrement de faire souffrir autrui et de ne pas être le seul à vivre cette injustice. Et évidemment, ça excuse rien, mais pour moi, ça peut expliquer pourquoi, justement, je me suis mis à faire ce genre de choses. Nous avons fait lire le témoignage de Guillaume à Nora Tiran. En 2013, sa fille s'est donné la mort après avoir été harcelée. Pour elle, ces prises de parole sont primordiales, surtout pour les victimes. Sa parole, elle est forte. Moi, je dirais, elle dit aux personnes, vous n'y êtes pour rien. S'il y a des personnes victimes qui l'entendent, eh bien, il vient vous confirmer que vous n'y êtes pour rien, qu'il n'y a pas de profil type, et qu'en effet, c'est du côté des auteurs de faits et des harceleurs qu'il faut agir. D'après une étude publiée aujourd'hui par son association, 7% des élèves sont considérés comme harceleurs. Attention, les orques et les dauphins sont en grand danger. C'est le cri d'alarme de Marineland. Le parc animalier d'Antibes, fermé depuis janvier dernier, s'inquiète du sort de ses derniers pensionnaires. 2 orques et 12 dauphins toujours sur place. Il devient urgent de les transférer en dehors des bassins vieillissants du parc. Marineland en appelle au gouvernement. Noé Poitvin, Didier Brignan et Raymond Chaplard. Combien de temps encore les 2 orques Wiki et Keijo vont-elles tourner en rond dans leur bassin? Ces images d'une ONG avaient choqué. 2 animaux comme seuls au monde, livrés à eux-mêmes, depuis la fermeture du Marineland en janvier. Exceptionnellement, le parc nous a ouvert ses portes et se veut rassurant, les 2 orques vont bien. Pris en charge 7 jours sur 7 par une quarantaine de soigneurs toujours salariés, mais c'est l'état du bassin qui préoccupe le directeur. Ça, c'est extrêmement dangereux pour les animaux. Tous les jours, on a de nouvelles fissures qui apparaissent comme celle-ci. Derrière les bassins, il tient justement à nous montrer ce sac. Ici, vous avez l'équivalent de ce qui a été enlevé du bassin des orques. C'est 1 mètre cube par jour de gravats. Pour colmater les fissures et entretenir le parc, une entreprise œuvre ici tous les jours en attendant une solution pour les 2 orques. Mais laquelle?
Inenvisageable de les rendre à la vie sauvage car ils y sont inadaptés. Trouver une solution est urgent pour le directeur. C'est une histoire sans fin qu'on dénonce parce que ça doit s'arrêter et ça devient véritablement urgent maintenant. Marineland a bien proposé des transferts dans des parcs similaires à l'étranger, refus de l'État. Des pistes de sanctuaires marins privilégiées par le gouvernement sont à l'étude, mais aucune n'a abouti. En revanche, pour les 12 autres pensionnaires du parc, ces dauphins, une piste se profile, le zoo de Beauval. 1 hectare de bassin doit y être construit pour accueillir des dauphins venus de différents parcs européens. La meilleure solution pour le nouveau ministre en charge du dossier. À Beauval, on sait que la loi française sera respectée. La loi de la République, c'est qu'il n'y aura pas de spectacle, il n'y aura plus de spectacle de cétacés. Pour Marineland, une solution envisageable mais pas idéale car il faudra au moins 1 an et demi de travaux avant d'accueillir les dauphins. Coût du projet 25 millions d'euros que le zoo de Beauval ne veut pas supporter seul. Vous êtes peut-être parmi les chanceux qui avaient profité des derniers jours de l'été indien. Journée ensoleillée et douce sur presque tout l'Hexagone et notamment dans le sud-ouest de la France où le mercure a dépassé les 25 degrés. Comment expliquer ce phénomène? Barbara Six et Thierry Breton étaient à la plage à Biarritz. Sur la grande plage, des températures incroyablement douces. Plus de 24 degrés cet après-midi à Biarritz. Cette étudiante a bien du mal à y croire. C'est quand même assez particulier. Aujourd'hui, je me suis levée, il faisait 24 degrés. Je trouvais ça assez exceptionnel. Et surtout, pour moi qui viens de Grenoble, je me suis dit, on entre dans la période quand même du froid et là, il fait vraiment chaud. Une chaleur et de bonnes vagues prisées par les surfeurs. Les touristes profitent du spectacle en t-shirt et les plus jeunes osent les pieds dans l'eau. Les autres, pourtant habitués, préfèrent rester sagement sur le bord. Normalement, on ne devrait pas être là. On avait prévu, je pense pour la plupart, d'aller tous se baigner. Mais il y a un gros coef à 104 et les maîtres nageurs sauveteurs m'ont vraiment dit de ne pas y aller. Avec 18 degrés dans l'eau et près de 25 degrés dans l'air, c'est 5 à 7 degrés au-dessus des normes de saison. La raison est assez simple, on est sous l'influence d'un flux de secteur sud, qui fait remonter une masse d'air remarquablement douce. À 1500 mètres, on est entre 15 et 18 degrés. C'est ce qu'on a en général en été. Le phénomène a touché toute la France. Il a fait 18 degrés à Lille, c'est 6 degrés de plus qu'en temps normal, 19,7 degrés à Angers et jusqu'à 21,5 degrés à Épinal. C'est même 10 degrés au-dessus des normes saisonnières. À Biarritz en terrasse, ce serveur s'interroge. Moi j'avoue ça me fait un peu peur, vu qu'il fait aussi chaud comme ça, c'est pas trop normal. Surtout qu'on vient de rentrer en novembre, normalement il est censé faire au moins 1 ou 2 jours de froid, et là c'est pas le cas. Ce soir le temps se dégrade avec l'arrivée d'un orage et du vent en rafale. Et merci aux nombreux Français qui nous suivent partout dans le monde grâce à TV5 Monde. Tout de suite sur TV5 Monde. Konnichiwa, comme on dit ici. Hola Lisbonne, j'arrive. C'est parti. Bien mieux qu'une carte postale, une carte d'embarquement. Évadez-vous avec Échappée Belle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Grande Galerie Francophone, votre nouveau rendez-vous consacré à l'art, à tous les arts. Enfin, j'adore. Pour Ali Badou et ses invités, l'art est une fête. C'est la liberté folle. Le mot est faible. C'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est de la jouissance. Presque un orgasme. Ici, l'art échauffe les esprits. Oh là là, formidable. Et éveille les consciences. Tout est pas un télo non plus. Non. Ali Badou et ses chroniqueurs vous ouvrent les portes de la Grande Galerie Francophone le dimanche sur TV5 Monde. Déjà disponible sur TV5 Monde+.